l'eau m'a toujours fasciné. Elle est source de toute vie sur Terre et fait partie de nos 3 besoins vitaux. Respirer, boire, manger. Il y a une beauté presque mystique à regarder l'eau. Elle évolue au gré du climat, des saisons, de la lumière, de la géographie, prenant des formes diverses et variées. Elle peut passer du liquide au solide, du bleu au noir, prenant des notes de scintillement doré en fin de journée. De la simple goutte d'eau de la rosée du matin aux terribles tempêtes, l'eau est capable à la fois de la plus grande douceur, mais également d'une force de destruction inouïe. En bon breton que je suis, et ayant grandi face à la mer, j'ai toujours eu un attachement particulier avec l'eau. Rien de plus normal donc qu'en arrivant au Québec, j'ai cherché la proximité d'un point d'eau, choisissant finalement le quartier de Lac-Saint-Charles au nord de la ville de Québec pour m'établir avec ma famille. Au fur et à mesure de mes découvertes, les marais du Nord, le parc linéaire de la rivière Saint-Charles, les chutes Kabirkouba sont devenus autant d'émerveillements et de terrains de jeu pour le vidéaste que je suis. Mais vivre proche d'un lac, c'est très différent que de vivre proche de la mer. Au premier abord, tout semble plus simple. Plus petit, donc plus accessible. Rapidement, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Surtout quand il s'agit du lac Saint-Charles. Car ce lac, ce n'est pas seulement un endroit de promenade et d'activité, c'est avant tout la principale réserve d'eau potable de la ville de Québec, et cette information complexifie beaucoup l'idée qu'on se fait d'un lac. À force de passer du temps avec l'équipe de l'Appel, d'entendre parler de bassins versants, de cyanobactéries, d'états mésotrophes, j'ai eu envie d'en savoir plus sur ce lac et d'échanger avec ceux qui le côtoient régulièrement. Pour mieux comprendre et démystifier les enjeux qui entourent le lac, je suis allé à la rencontre de scientifiques, de citoyens, de politiciens, de promoteurs qui m'ont tous ouvert les yeux sur des facettes du lac qui m'étaient complètement étrangères. Cette émission est le résultat de ces rencontres. Salut! Bonjour, ça va bien? Ça va et toi? Oui, ça va bien. Donc, on est prêt? Ouais, bah ouais, Oui. avec la belle luminosité, là, ça va être parfait, là, c'est faire de belles photos. Oui, on va aller voir ça. Ah ouais, je te suis. Voilà l'embarcation. Oui, ouais, c'est avec ça que tout se passe. Tu utilises quoi comme caméra pour prendre des photos? J'ai Canon 7D, OK. puis là, j'ai acheté nouvellement le 5D il y a à peu près 6 mois, fait que je me suis gâté pas mal. Pour la lancer, j'ai une 400. Fait que ça, c'est pas la grosse affaire, mais ça me permet quand même d'aller chercher là, Ouais, mes 400, sujets quand même. Ouais. Ouais, c'est bien. J'en prendrais 600, mais écoute, ouais. bon, peut-être dans quelques années, en fait. C'est bon. Fait qu'on se rejoint où, à la Tourelle? Là? Ouais, parfait. OK, super. parfait, ça. À tout de suite. À tout de suite. Photographier les animaux, c'est juste des voir, des trouver, c'est une chose, mais de réussir à les approcher, c'est une autre chose. Après ça, faire une bonne photo, c'est encore plus compliqué. Fait que c'est un beau challenge, finalement. Fait que c'est pas mal ça qui vient me chercher dans la photo d'animaux, je dirais, là. Je viens ici, puis écoute, j'ai pas besoin d'aller bien loin, puis j'ai pas mal tout. C'est juste le paysage, les animaux, dans le fond, tout est au rendez-vous ici. Fait que j'ai pas à aller trop loin, puis je trouve tout ce que j'ai besoin ici, finalement.
Dans ce premier épisode, j'avais envie de faire découvrir le magnifique qui se cache derrière le lac Saint-Charles. C'est pourquoi j'ai décidé de briser la glace avec Maxime Légaré-Vézina, un jeune photographe talentueux de la ville de Québec. Comme moi, il a une passion pour les marais du Nord, un lieu où la beauté de la nature et la proximité d'une faune et d'une flore abondantes se mélangent à des sentiers accessibles pour toute la famille. Maxime a su capter ce lieu à travers l'œil de son appareil et faire ressortir des moments magiques et précieux qui montrent bien la vie au marais. J'ai pu m'entretenir avec lui sur sa passion pour la photo, les animaux, la nature, mais également l'importance de la lumière. Idéalement, les premiers rayons le matin, ça, c'est l'objectif, je dirais, ultime, finalement. Fait que c'est pour ça que je me lève quand même très, très tôt, surtout l'été, en fait, pour pouvoir arriver ici pour les premiers rayons. C'est la lumière dorée, en fait, que je recherche principalement. Puis, écoute, quand on l'a, ben, c'est souvent, c'est l'image parfaite qu'on recherche, là. Souvent, bon, il y a la petite brume le matin, tu as le soleil qui vient disperser ça, puis finalement, là, écoute, ça fait des ambiances, en fait, vraiment magiques, vraiment typiques d'un marais ou d'un lac comme on a ici. Fait que, ouais, définitivement, écoute, c'est vraiment mon petit endroit favori, je dirais, là, au lac Saint-Charles. Ouais. Toi, tu prends toujours des photos depuis ton kayak, depuis l'eau, ou est-ce que ça t'arrive de te balader aussi? Puis, L'hiver, en fait, ouais, bon, on se comprend que je peux pas venir, mais je te dirais, je sors le kayak quand il y a encore de la glace, puis finalement, je le range, bon, je te dirais mi-novembre, fin novembre, quand je fais le brise-glace, justement. Là, je me dis, bon, là, il est rendu temps de le ranger. Fait que principalement, je le fais sur l'eau. Non seulement on peut se promener partout ici, on n'est pas cloîtré finalement sur les tourelles, je peux aller où je veux, mais aussi les animaux sont plus faciles d'approche quand on est sur l'eau. C'est quelque chose que je comprends pas encore tout à fait pourquoi d'ailleurs, mais tu sais, mais c'est ça. Souvent, exemple, les hérons, bon, c'est difficile de s'approcher d'eux. Quand on est à pied, ils vont s'en aller. J'ai essayé de les faire pendant 2 ans à pied, puis ça n'a jamais vraiment fonctionné. Puis quand j'ai acheté mon kayak il y a 2 ans, maintenant, écoute, je peux des fois m'approcher à quelques mètres, puis ils n'ont pas de problème avec ça. Fait que, ouais, je priorise pas mal le kayak, je te dirais maintenant, là. Ouais. Puis d'où vient cette passion de la photo, là? Parce que tu disais que justement, c'était pas ton emploi à temps plein, là. C'est ta passion à temps plein, on va dire ça comme ça. D'où ça vient? Ben écoute, j'ai découvert ça, je pense que ça fait 4 ans là, que j'ai commencé à faire de la photo, finalement. En fait, je m'en allais pour quand même un long voyage. Puis là, j'étais comme, j'aimerais ça faire des belles photos de mon voyage. Fait que c'est là que tout est parti. C'est vraiment une passion qui, on pourrait dire, des fois, qui vire à l'obsession un peu, là, tu sais, se lever tôt le matin. Puis je le fais quand même souvent en plus, là. Mais écoute, c'est vraiment le contact avec la nature que je cherche. Puis, tu sais, toujours essayer de s'améliorer, d'avoir la photo ultime. Je pense que c'est le but là, de la plupart des photographes. En tout cas, c'est le mien, là. Je te dirais que c'est beaucoup de planification. Il faut trouver les lieux, en fait. Il faut que tu trouves un endroit propice. Après ça, il faut que tu trouves les espèces. Après ça, il faut l'approcher. Il faut avoir la belle lumière, le beau décor, la belle pose. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de... Mais c'est le fun, tu sais, ça fait vraiment... C'est comme juste, c'est vraiment un beau défi. Puis écoute, c'est là que quand tu réussis à avoir la photo, là, t'es comme wow, tu sais. Si ça serait facile, on serait pas aussi satisfait quand on réussirait la photo qu'on a en tête. C'est sûr que là, je vais principalement en kayak. Fait que, tu sais, comme animaux, bon, justement, ce matin, on a eu la chance en kayak de voir castor. Souvent, je vois des loutres de rivière, visons, rats musqués. Ce qui est plus terrestre, des fois des chevreuils, Bon, j'ai jamais vu d'orignal encore, j'espère. Je sais qu'un jour, ça va arriver, mais fait que c'est pas mal ça. Puis sinon, c'est des oiseaux principalement. Là. Fait qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui trouvent refuge ici. Pendant les migrations, principalement, qu'on en voit pas mal aussi, le printemps puis à l'automne, mais même en plein été, là, comme aujourd'hui. C'est vraiment une halte migratoire, en fait, pour plusieurs d'entre eux. Fait que, tu sais, au printemps, dès le printemps, quand ça commence à fondre, beaucoup d'espèces de canards qui restent ici à peu près 1 mois. Fait que, tu sais, t'as des grands arles, l'arle couronnée, petits garrots à œufs d'or. Écoute, bon, il arrête quasiment tout ici, finalement, par le lac. Fait que ça fait vraiment des belles photos. Fait que ça, c'est pour le printemps. Après ça, l'été, bon, on a toujours les huards, les hérons qui arrivent normalement fin juillet. Quoique j'en ai déjà vu tantôt. Fait que ça, c'est quand même... il commence déjà à arriver, fait que c'est le fun. Beaucoup de canards qui restent aussi ici pour nicher. Puis à l'automne, ben, tu as l'immigration qui ramène d'autres espèces. Puis on voit souvent des espèces et qu'on ne voit pas nécessairement ailleurs, comme je dis, vu qu'ils font une petite halte ici. Exemple, il y a le grippe-jougris, en fait, qui niche au Québec seulement en Abitibi, qui est plus dans l'Ouest généralement. Donc eux, bon, souvent, on en voit beaucoup à l'automne ici. J'ai même vu des grues du Canada, en fait, qui, encore là, c'est vraiment plus en Abitibi puis plus vers l'Ouest qui vont nicher. Fait que c'est vraiment des espèces qu'on n'a pas l'occasion d'observer ailleurs souvent, là.
Puis t'as l'air de quand même bien t'y connaître en oiseaux, là. Comment ça se fait? D'où vient cette bonne connaissance? Je ne sais pas. Écoute, j'aimais ça quand j'étais jeune. Puis après ça, bon, dans l'adolescence, j'ai laissé ça un peu de côté. Puis quand je suis revenu finalement vers mes premiers amours, on pourrait dire, c'est là finalement que j'ai comme redécouvert cette passion-là. C'est sûr que c'est des animaux en général. Les gens me disent souvent, on dirait que tu fais juste des oiseaux en photo. C'est que c'est principalement ce qu'on voit. Un orignal, t'en vois pas toutes les fins de semaine, mais des oiseaux, par contre, il y en a partout. Il y a beaucoup d'espèces qu'on retrouve au Québec. Fait que je pense que c'est pas mal ça. Puis je les ai appris à les connaître finalement en les côtoyant, puis en les observant finalement. Je pense que c'est la meilleure façon là, d'apprendre leur comportement et tout ça. Tu dirais que justement c'est important de la protéger, cette nature-là? Oui, écoute, c'est certain. Si on ne prendrait pas de mesures, en fait, ça ferait longtemps que ça serait construit. Puis tout ce qu'on a vu ce matin, en fait, on n'aurait pas la chance de revoir ça dans le futur. Donc oui, définitivement, je pense que oui. C'est certain que ça soit protégé quand même. Je me dis, il n'y a pas des habitations tout le tour du marais, fait que ça aide, là, on s'entend. Souvent, les autres lacs, c'est souvent tout habité, finalement. Tandis que c'est ça, ici, on vient, puis je pense qu'ils ont la quiétude qu'ils ont besoin, ils ont la nourriture qu'ils retrouvent aussi. Je pense que c'est vraiment ce qu'ils viennent chercher, finalement, là. J'aurais tendance à dire que si c'était pas la réserve d'eau de la ville, je pense pas nécessairement que ça serait protégé comme ça l'est présentement. Puis écoute, il y a tellement d'oiseaux, d'animaux qui trouvent refuge ici, fait qu'on est chanceux qu'il y ait quand même des mesures qui soient prises, là, c'est certain. Suite à cette rencontre avec Maxime, je suis allé à la découverte du gîte du Huard et de Linda et Pierre, ses propriétaires. Ils ont eu la chance d'élever leurs 4 filles aux abords du lac Saint-Charles, dans un endroit qui inspire la tranquillité et le bien-être. Plutôt que de garder ce petit paradis pour eux, ils l'ont ouvert aux voyageurs, leur proposant un havre de paix, au milieu de vacances souvent bien remplies. Vivant et travaillant à proximité d'une nature à protéger, j'ai demandé à Linda de me présenter le gîte, mais également de me parler de l'attrait d'un point d'eau de qualité que représente le lac Saint-Charles. C'est un gîte touristique qui a beaucoup de touristes partout dans le monde qui viennent ici. On est quand même à 20 minutes de Québec, à 20 minutes de pas mal de tout aussi. C'est un coin pour venir relaxer puis en même temps venir faire plein d'activités à Québec. Mes filles étaient en art, ils ont étudié en art. Et on mettait les œuvres d'art des filles sur les murs, même ça se vendait, c'était des œuvres d'école, mais aussi le huard, qui est l'oiseau qui est symbolique pour le lac, parce qu'on a beaucoup de huards sur le lac. Le nom a été déformé, mais c'était pour mes filles surtout, pour le gîte du huard. Comme gîte, qu'est-ce que vous proposez? C'est des chambres à louer? Vous proposez formule un peu B&B? Ça ressemble à quoi? On donne les déjeuners. Okay. C'est la surprise du matin. On leur demande si la surprise leur convient parce qu'ils voient avec les commentaires quand ils recherchent gîte du Huard, souvent c'est nos déjeuners qui sont plus-values. Ils regardent, ils viennent pour les déjeuners et la nature. C'est familial, c'est des gens familiales, fait que tu peux coucher de 4 à 6 personnes dans les chambres. Souvent quand tu viens en famille, ils veulent pas te payer quand même trop cher, mais ça leur dérange pas de dormir dans la même chambre. Fait que tu peux avoir des chambres à 4, à 6, à 5, à 3. Ça arrive. J'ai une massothérapeute qui vient ici, mais sur demande. Quelqu'un peut dire « je veux avoir une massothérapeute », mais c'est eux qui communiquent directement avec la massothérapeute. Okay. Vous fournissez l'endroit, en fait, à ce moment-là. Puis... Ils ont leur place et tout, puis ils peuvent venir se faire masser ici. Donc c'est un lieu... détente, nature, repos, on en profite, on jase, puis... Oui, puis comme je vous dis, on part sur le lac, on a quelque chose à... On a 7 km de lac ici, on a long à faire si on veut prendre notre temps. Beaucoup de nature encore, on a l'impression d'être un peu plus reculé. C'est bien. Il faut dire qu'au lac Saint-Charles, il y a l'accès, on a un accès ici. Ça ne nous appartient même pas. Fait qu'on garde la végétation. Je pense que c'est normal. Si on enlève toutes les arbres, on n'aura plus d'oiseaux, on n'aura plus rien de naturel. Fait que c'est important. Puis moi, je trouve que ça fait sauvage, c'est important de ne pas tout arracher. Puis on n'a pas le droit non plus au lac Saint-Charles. Il faut protéger le lac. C'est important, moi, je trouve. Qu'est-ce que ça amène de plus à d'avoir justement cet accès au lac?
c'est que les gens viennent, ils veulent venir relaxer. Fait que quand ils vont sur le lac, en plus que c'est un lac qui n'a aucunement de moteur au gaz, alors c'est très calme. Nous, quand on avait des choses à discuter, on s'en allait avec le kayak en plein milieu du lac. Puis si on a envie de discuter, c'est la meilleure place pour discuter. T'as l'environnement et moi, je trouve que c'est une belle place pour aller négocier des choses sur un lac. La verdure, les arbres et tout. Et je me dis, puis on a des beaux parcs, le parc La Jacques-Cartier qui est pas loin, il y a le Marais du Nord. C'est vraiment, comme je vous dis, c'est la nature. C'est ça que les gens aiment. Ils viennent relaxer, prendre du temps. Qu'est-ce qui est l'essentiel, je pense? Parce que le monde, c'est ça, qu'ils sont tellement à la vitesse maximum surtout. On dirait que les gens se rendent pas compte tant qu'aussi longtemps qu'ils sont pas dans le lieu ou l'état, ils disent « Oh, ça fait du bien ». Ça nous porte à réfléchir à notre environnement. C'est de protéger nos poissons, l'eau. Elle est rare et il faut faire attention. Notre eau, je pense, c'est notre richesse au Québec. Il faut faire attention. Il faut protéger. Puis on est l'avenir de nos enfants. Dans la vie, il faut responsabiliser les gens. C'est pas d'empêcher de faire n'importe quoi. C'est de les responsabiliser. Si tu responsabilises quelqu'un, on va l'être responsable. Et quelqu'un qui met des barrières partout puis qui empêche de faire tout, c'est pas comme ça qu'on empêche d'être responsable. Fait que le lac, je pense qu'on est très sensibilisés autour du lac. On a cette sensibilisation parce que c'est beau. Je me dis pourquoi qu'on la briserait. Quand que tu dis on est responsable de notre lac, bien là, les gens ils font des corvées, ils font attention. Non, c'est un peu ça. Responsabiliser, puis vous allez voir que les gens vont faire attention. Et comme il y a un espoir qu'on protège, c'est ça qui est bien. Qu'on protège, puis qu'on a un bel environnement, ça donne de l'espoir pour ailleurs. Il n'y a pas que les voyageurs ou les résidents qui peuvent profiter des attraits du lac. Quand on s'y promène, on y croise des pêcheurs, des kayakistes, des embarcations à moteur électrique et des familles en paddleboard. J'ai rencontré Joanie Saint-Pierre, la fondatrice de Timous d'Ambros, une entreprise qui promouvoit les activités de plein air en famille. Expérimentant au quotidien la recette qui fait le succès de l'entreprise, Joanie et sa famille profitent de moments en nature où l'eau a une place de choix. Je pense que la parentalité, c'est un défi d'envergure. Puis c'est des super beaux moments, c'est riche en émotions, on se découvre finalement en tant que parent, mais je pense que c'est facile de se perdre aussi. Tu sais, on dort moins bien, on est fatigué, on est impatient, les défis sont majeurs. Et pour moi, je pense que la nature permet aux parents de se découvrir, de prendre un temps pour soi, puis en même temps aux enfants de se développer. C'est un milieu qui stimule les sens de tout le monde. C'est un contexte d'émerveillement pour tous, finalement. Puis quel genre d'activité tu pratiques justement avec tes enfants? Bien, on essaie beaucoup de choses. L'été, c'est sûr que la randonnée, c'est le plus accessible, c'est facile. Tu as besoin d'une paire de chaussures, puis il y a des sentiers un peu partout. Donc après ça, il y a des sentiers d'initiation en poussette, il y a des sentiers en portage. Nous, on aime beaucoup la montagne. Oui. Fait qu'on essaie toujours de gravir des montagnes un petit peu plus grandes. Fait que tranquillement, on grandit. On est des adeptes de camping. Fait que c'est sûr que, tu sais, toutes les activités peuvent être connexes. On aime beaucoup l'eau. Donc, on essaie d'être sur l'eau été comme l'hiver. Et avec les enfants, bon, on fera peut-être pas du canot à glace l'hiver avec les enfants, mais le paddleboard, le canot, c'est vraiment des belles activités en famille. Le paddleboard permet aux enfants d'apprendre à tomber puis à rembarquer. Et bien, le canot, c'est une belle embarcation familiale quand on apprend à l'apprivoiser. Il y a des techniques, il y a des manœuvres, faut être quand même vigilant pour éviter quand même de chavirer n'importe où. Là. Puis au vent, ça peut être plus difficile à contrôler. Mais pour moi, c'est deux belles activités qui sont plaisantes l'été. Bon, bien, on est parti!
c'est de l'initiation quand ils sont petits. Ah oui, c'est Puis, sûr. puis la plus grande de 4 ans, mais on l'a initiée à 2 ans, tranquillement. OK. On a commencé, puis là, c'est elle qui le demande maintenant. Et à la fonte des neiges, c'était vraiment drôle parce qu'à la fonte des neiges, il y avait encore de la glace sur le lac. Puis elle a dit « Ah, maman, je veux vraiment aller toucher la glace en paddleboard. » Bien, tu sais, sécuritairement, en sachant qu'on avait du linge de rechange à côté, on est allé, puis ça l'apprend aux enfants la discipline. Parce que si tu n'écoutes pas la consigne, il y a une conséquence. Puis ta conséquence, c'est que tu vas être mouillé. Ben oui. On tombe dans l'eau. La conséquence, elle est assez directe. C'est ça. Mais ça, c'est beau à voir parce que l'apprentissage du respect des consignes, puis pourquoi on donne des indications, finalement, pourquoi il y a des règles, bien, c'est parce qu'il y a une conséquence. Puis quand on la vit directement, puis que c'est un choc, bien, tranquillement, on construit un peu la discipline. Le but, c'est d'oser puis y aller petit par petit. Si on vise trop gros, si notre objectif, c'était de traverser le lac aujourd'hui, on n'aurait pas eu de plaisir. C'est toujours d'y aller avec des objectifs modérés, puis en respect de nos enfants puis de notre énergie, c'est dans ces moments-là qu'on construit quelque chose. Le plein air, les activités comme ça, c'est... oui, ça travaille un lien d'affection, ça solidifie les bases de la famille, mais ça travaille fondamentalement les compétences parentales. Oui. T'apprends à faire une activité, fait que oui, il y a un volet technique, mais t'apprends aussi à être un parent dans d'autres circonstances. Fait que, puis c'est important d'avoir ce sentiment-là d'épanouissement, même si on a des enfants, de continuer à apprendre à se développer puis avoir l'impression de faire un bon travail finalement avec nos enfants. Je pense qu'une activité comme le paddleboard le permet, ça. D'avoir des lieux comme ça, comme le lac Saint-Charles ou les Marais du Nord, le parc linéaire, à proximité, là, tu disais que tu habitais Lac-Beauport, c'est juste à côté. Est-ce que ça favorise justement ces sorties en famille? Est-ce que ça favorise des activités de plein air? Ah, c'est sûr. Un des facteurs numéro 1, c'est l'accessibilité. L'accessibilité à un environnement qui permet la pratique d'activités de plein air. Fait que c'est certain qu'avec des enfants, c'est essentiel d'avoir des lieux accessibles. Et le lac ici en est un beau. C'est une grande étendue, mais les Marais du Nord pour les familles, c'est formidable. Puis en même temps, on initie aussi nos enfants à l'importance de l'eau. Tantôt, on se promenait, on voyait des moules, on voyait des poissons. Je savais même pas qu'il y avait des moules ici, mais ça l'amène. Ah, c'est quoi, dans le fond, ces éléments vivants-là? Ça vient de où? Est-ce que c'est indigène ou est-ce que ça vient d'ailleurs, ça vient d'ici? Donc, je pense que c'est une belle sensibilisation à faire pour prendre soin de la ressource en même temps. Ben oui. Il faut d'abord connaître notre environnement, connaître l'eau, connaître la nature pour, après ça, amener nos enfants à en prendre soin. Mais si on ne connaît pas, il y a un lien qui ne se fait pas entre les deux, là. Ben écoute, moi je trouve que tu m'amènes un super bon point. À travers les activités, il y a toute cette sensibilisation à l'environnement qui se fait. Pour toi, c'est important de sensibiliser comme ça au plus jeune âge? C'est essentiel. Tout à l'heure, on se promenait, puis notre fille faisait juste essayer de trouver les insectes. Fait qu'elle levait les feuilles. Oh, regarde, cette chenille-là est belle, mais en sachant qu'il y a des insectes qui vivent sous les feuilles, bien, on n'a pas le goût d'arracher toutes les plantes. Non, parce que c'est un milieu de vie d'un micro-monde, finalement. Le micro-monde est la base de tout le développement, finalement, de la vie. C'est en sensibilisant sur les petits poissons, sur les têtards qui deviennent des grenouilles, sur le fait qu'il y a des limaces, il y a des chenilles, il y a des escargots quand il pleut en dessous des feuilles. Bien, c'est ça qui fait que nos enfants sont portés à être intéressés par le tout petit. Nous, on l'oublie. On marche puis on dit, bon, encore une trollée de fourmis. Oui, mais des fourmis, c'est fascinant quand on y pense, tu sais. Ça vit sous terre, ça se fait des fourmilières, il y a plein de chemins, tu sais, qu'on voit pas. Mais nos enfants sont émerveillés par ça, puis je pense que ça, c'est une chose à peut-être se réapproprier, l'émerveillement des petits moments. Moi, j'aime beaucoup le concept de micro-aventure. C'est un peu avec ça que les projets de Timousse d'Ambrousse, que nos activités fonctionnent. C'est de dire, bien, prenons le temps de rendre les petites choses, de transformer les petites choses en moments grandioses. Prenons du quotidien ou des petits éléments pour en faire une expérience de vie, finalement. Juste le fait d'y aller, bien oui, ça sensibilise. On reçoit toujours des dépliants par la poste qui parlent des informations du bassin versant, puis moi, je trouve ça vraiment pertinent. Ils arrivent avec des statistiques, avec des faits. Qu'est-ce qui vit ici? Est-ce que le lac est vraiment en santé ou en réalité, il faut en prendre soin pour justement préserver la qualité de notre eau? Hey, c'est toute la réserve d'eau potable de la Ville de Québec, là. C'est important. Si on n'a plus d'eau, là, c'est vraiment problématique.
Sur la planète, il y a à peu près 70 d'eau, mais on parle de 0,02 d'eau potable qui vient de lacs, rivières, fleuves, mer intérieure. Puis, tu sais, notre corps est constitué entre 65 et 70 d'eau aussi. Tu sais, c'est pas pour rien parce que c'est comme ça qu'on réussit à créer un milieu vivant, tu sais. Donc, on est constitué d'eau. C'est important de le réaliser puis d'en prendre soin parce que c'est la base de la vie. Donc, je pense que c'est important de sensibiliser, mais je pense que c'est important d'y aller, de sortir dehors, d'être en contact avec cette ressource-là pour réaliser l'importance que ça a pour pouvoir mieux la protéger. Le lac Saint-Charles, ce n'est pas seulement des paysages d'exception, c'est aussi des rencontres exceptionnelles. Et les personnes avec qui j'ai pu échanger sont autant de richesses et d'expériences que le lac en soi. Il y a probablement encore beaucoup de magnifiques histoires à raconter sur le lac, car je ne suis pas le seul à être tombé en amour avec le lac Saint-Charles. De nombreuses personnes sont séduites par cette étendue tranquille et apaisante. On y retrouve autant des professionnels, comme le gîte du Huard, des locations de canots, des ostéopathes, massothérapeutes et beaucoup d'autres encore. Mais également des passionnés, des ornithologues, kayakistes, photographes, marcheurs, qui viennent profiter des abords du lac et des marais du Nord et de cet environnement privilégié qu'est le lac Saint-Charles.